Dans un article stimulant paru il y a déjà une vingtaine d'années, Martin Aurèle s'interrogeait sur les femmes guerrières des XIe et XIIe siècles. Une question simple s'impose, énonçait-il, la femme a-t-elle combattu? Et il citait un certain nombre d'exemples fascinants, notamment la guerre que se seraient livrées deux mégères, Isabelle de Conches et Élise d'Évreux. D'après Ordoric Vital, Isabelle chevauchait armée en expédition comme un chevalier parmi les chevaliers. Mais Martin restait prudent, très prudent. Si une femme, disait-il, s'est rendue même à cheval ou protégée d'une cotte de maille sur les champs de bataille, il ne paraît guère probable qu'elle ait manié des armes contre des hommes, sauf dans des situations désespérées. Avec Amici Pellissier du Rosas, il a écrit encore le chapitre d'un ouvrage posthume sur les croisades intitulé Les femmes et la croisade, qui repose cette question, qui est une question tout à fait fascinante et relativement nouvelle, dans la mesure où pendant longtemps, ça n'a intéressé personne. La question semblait sans doute trop anecdotique, voire folklorique. Il faut bien reconnaître qu'une telle figure de femme combattante va à l'encontre de l'imagerie traditionnelle, celle du beau chevalier qui part au combat aux couleurs de sa dame, celle-ci constituant au mieux la récompense du guerrier, au pire son repos. La société féodale, régie par une morale guerrière et une élite militaire, est par essence profondément, non pas misogyne, mais je dirais plutôt machiste. En cela, elle ne se distingue d'ailleurs guère des autres sociétés anciennes à travers le monde, que ce soit dans les mondes musulmans, le Japon de samouraï, le royaume du Bénin, l'Empire aztèque, et je pourrais continuer la liste à l'infini. Dans n'importe quelle culture, pratiquement, l'homme qui guerroie sans peur de la mort est qualifié de viril, et celui qui a peur d'efféminé. Mais l'article de Martin montre que la cause est en réalité moins entendue qu'il y paraît. En ce début des années 2000, les études de genre ont pris de l'ampleur et partent du principe que l'histoire a presque toujours été écrite par des hommes et a eu tendance à invisibiliser les femmes. Ce constat est valable aussi bien pour les chroniqueurs médiévaux qui mentionnent des combattantes uniquement pour les condamner que pour les archéologues modernes, incapables de voir une femme dans cette fameuse tombe de guerriers fouillée à Birka, dont on a une spécialiste ici. C'est ainsi que la question des guerrières et des chevaleresses du Moyen-Âge est devenue, si l'on peut dire, un cheval de bataille du féminisme en histoire. La question n'est plus de savoir si les femmes sont aussi intelligentes que les hommes, heureusement on a passé ce stade, mais plutôt si elles peuvent être aussi violentes, destructrices et sanguinaires. Sur les brisées de Martin, j'aimerais donc reprendre cette thématique en l'élargissant à toute la seconde moitié du Moyen-Âge. Avant toute analyse d'ailleurs des données textuelles et archéologiques, il faut s'interroger sur une question de droit. Les femmes ont-elles le droit de faire la guerre? Ou plus exactement, le leur interdit-on quelque part? Existe-t-il des codes de loi, civils ou religieux, qui excluent les femmes du métier des armes? Et il semble bien que non. Ni dans le Deutéronome, ni dans le Code théodosien, ni même dans la fameuse loi salique, rien là-dessus. Un flou juridique qui ne doit rien, évidemment, à un quelconque féminisme archaïque dont seraient les porteurs, les patriarches bibliques et les juristes antiques ou médiévaux. Mais ce serait trop beau. Mais en fait, ni les uns ni les autres ne se sont jamais posé la question. On estime en général que les femmes donnent la vie et que les hommes donnent la mort. Les unes sont là pour pacifier le monde, que les autres mettent à feu et à sang. Une idée reçue sans doute, mais si on y réfléchit, pas forcément misogyne non plus. Misogyne, en revanche, l'idée selon laquelle les femmes seraient plus faibles que les hommes. Alors, ce n'est pas entièrement faux d'un point de vue physique, il existe un dimorphisme sexuel chez les humains, mais depuis l'Antiquité, savants et philosophes ont inféré de ce dimorphisme l'idée d'une fragilité, d'une faiblesse de sexe, fragilitas sexus, on a même le latin, aussi bien physiquement que moralement. Les clercs médiévaux bâtissent tout leur discours sur des autorités incontestables, notamment Isidore de Séville, auteur des étymologies, un ouvrage encyclopédique qui explique de manière délirante les sens des mots par leur étymologie. L'homme, wir,
est appelé ainsi parce qu'il possède une force, vis, plus grande que les femmes. C'est de lui aussi que la force morale, virtus, tire son nom. Ou parce qu'il mène la femme par la force, dixit Isidore. Quant à la femme, Moulière, son nom provient, dit Isidore, de douceur, molities, plus exactement de plus douce, molior. Molities peut se traduire aussi par faiblesse de caractère, un défaut féminin très connu depuis Ève. Quoique délirant, ce travail étymologique a le mérite de justifier la suggestion de la femme à l'homme d'un point de vue à la fois physique et moral. La démonstration ne varie pas jusqu'à la fin du Moyen Âge, et c'est pour ces raisons qu'un théoricien politique, mais aussi un théoricien de la guerre, Gilles de Rome, estime que la participation des femmes à la bataille est contre nature et contre raison. Et je trouve que cette formule est capitale, contre nature et contre raison, et non contre droit et contre religion. Ce n'est pas du tout pareil. Aucune règle écrite ne l'interdit. Une femme en armes est une idée choquante, une absurdité, mais pas une impossibilité. Notons au passage que lorsque les Anglais font un procès à Jeanne d'Arc, ils ne la condamnent pas pour avoir brandi l'épée ou revêtu une armure, mais pour avoir porté un habit d'homme, parce que là, pour le coup, il y a un interdit biblique. Il existe cependant une autre raison, à la fois biologique et sociale, qui explique l'exclusion des femmes du champ militaire. Dans les sociétés anciennes, il est d'usage de marier les femmes très jeunes, entre 15 et 20 ans, parfois plus tôt. La première grossesse arrive très tôt, quelques mois plus tard, souvent. Trop tôt, en fait, d'un point de vue gynécologique. Elle est difficile, souvent même mortelle. Et ces grossesses répétées, non médicalisées, ces accouchements douloureux, cette succession de fausses couches constituent le quotidien de bien des épouses. Et même si dans l'aristocratie, elles n'ont pas forcément à allaiter les enfants et à s'en occuper, et il faut bien se rendre compte que de telles conditions de vie rendent pour les femmes impossible la plupart des jeux sportifs, l'équitation militaire, la pratique des armes. Et les garçons, eux, commencent cet entraînement militaire autour de 14-15 ans, c'est-à-dire au moment où leur sœur se marie. C'est quand même pas anodin. La fameuse faiblesse physique des femmes est donc moins naturelle et héritée que sociale et subie. Elle en constitue pas moins un handicap quasi insurmontable. Mais au Moyen-Âge, on aime aussi rêver. Et si les femmes maniaient les armes? Comme d'habitude, on est allé chercher, pour nourrir son rêve, des modèles ou des contre-modèles dans la Bible d'un côté, dans la littérature gréco-latine de l'autre. L'Ancien Testament, patriarcal par essence, ne propose aucune figure de guerrière, mais 3 personnages féminins ont cependant joué un rôle militaire: Déborah, Yaël et Judith. Déborah, seule femme parmi les juges, agit en prophétesse, inspirée par Dieu. Elle demande à Barak de lever une armée qui va écraser les Cananéens. Et le général cananien Sisera s'enfuit, trouve refuge auprès de Yaël, la femme d'Héber le Kénite, inconnu par ailleurs. Mais à peine s'est-il endormi, je parle de Sisera, que Yaël lui enfonce un pieu dans la tête à coups de marteau. La guerre juste, initiée par une femme, Déborah, s'achève donc par une autre, Yaël, et grâce à elle, le peuple d'Israël rentre dans le droit chemin. Quant au livre de Judith, il raconte le siège de la cité imaginaire de Béthulie par le général assyrien Holoferne au service de Nabuchodonosor. Alors que les défenseurs désespèrent, les hommes sont des chiffres molles, Judith, une jeune et jolie veuve, sort de la place, s'en va séduire Holoferne, qu'elle enivre et décapite, ce qui va entraîner la débandade des assiégeants. Aucune de ces héroïnes ne s'est comportée en guerrière. 2 d'entre elles assassinent un général ennemi, c'est en profitant de sa faiblesse et de son sommeil. Aux yeux des moralistes chrétiens, la figure de Judith incarne la victoire de la chasteté sur la luxure et de l'humilité sur l'orgueil. C'est en tout cas ainsi que l'interprète Prudence dans la Psychomagie. Judith est toujours représentée un sabre à la main, mais ce n'est pas une arme de guerre, c'est plutôt l'outil d'une exécution. Certes, elle remporte une guerre, mais avec des armes éminemment féminines, la séduction et la ruse. Alors, si elle semble encore fort chaste sur un vitrail de la Sainte-Chapelle, peu connu pour son érotisme par ailleurs,
elle gagne incontestablement dans les peintres de la Renaissance, chez Cranach et plus tardivement encore, où on voit que Judith se dépoitraille entièrement, ce qu'on ne lui demandait même pas en réalité. Il ne s'agit donc pas d'une virago étymologiquement qui agit comme un homme, mais d'une femme fatale au sens propre, c'est-à-dire d'une femme qui tue. Les auteurs antiques et surtout grecs offrent en revanche des modèles plus intéressants de guerrières et de virago. En premier lieu, les Amazones. Alors, selon l'étymologie usuelle, mais contestée, leur nom viendrait de ce qu'elles se brûlaient le sein droit pour mieux tirer à l'arc. Mais remarquons d'emblée que même avec une forte poitrine, une femme peut bander à un arc. L'ablation du sein droit pourrait en fait représenter leur statut androgyne. Elle serait femme du côté du cœur et homme du côté de l'arme, ce qui serait plus logique. Selon la légende, c'est parce que tous les hommes de leur cité ont été tués qu'elles doivent prendre les armes pour se défendre, mais elles refusent ensuite de rentrer dans le droit chemin et préfèrent organiser un royaume féminin qu'on appelle au Moyen-Âge Amazonie ou Féminie. Pour les Grecs, c'est évidemment complètement absurde, c'est une des aberrations au-delà du monde civilisé, et nombre de héros vont mater les Amazones, type Hercule ou Thésée, ou même l'Alexandre de la légende, mais clairement avec des rapports de domination fantasmés. Ce fantasme d'une guerrière égale ou supérieure à l'homme demeure très présent au Moyen-Âge, aussi bien dans la littérature savante que dans les récits de voyage ou de fiction. À partir du XIIIe siècle, quand les Européens se remettent à voyager vers l'Asie et l'Extrême-Orient, ils découvrent de nouvelles féminines. Jean de Plancarpin note que chez les Mongols, les peuples de la steppe, les femmes montent à cheval comme les hommes et tirent à l'arc comme eux. Le mythe est revivifié également par un certain nombre de textes qui décrivent un Orient fantasmé, dès la lettre du prêtre Jean, composée à la fin du XIIe siècle, mais très diffusée. Et on s'aperçoit qu'il y a un peu partout une terre des pucelles. Jean de Mandeville, auteur d'un voyage imaginaire, affirme que les reines des Amazones conduisent des armées de dizaines de milliers de guerrières montées à cheval ou sur des chars de manière archaïque. Dans un autre genre, Marco Polo parle d'une île peuplée de pucelles dans l'océan Indien. Christophe Colomb découvre une île, peut-être la Martinique, peuplée de femmes qui tirent à l'arc et portent une cuirasse de cuivre. Début XVIe siècle, les Portugais trouvent des Amazones dans le Congo. Et le plus beau, évidemment, c'est Francisco de Orellana qui, en 1541, descend un fleuve immense peuplé de guerrières qui vont donner leur nom à l'Amazonie. Bref, on s'aperçoit qu'entre la fin du Moyen-Âge et le début du XVIe siècle, on trouve des Amazones absolument partout, en Afrique, en Amérique et en Asie. Et l'idée d'un sexe faible semble donc bien strictement européenne. Vous avez une exception européenne. En fait, ces femmes en armes, on les retrouve aussi beaucoup dans la littérature d'évasion. Non pas dans les chansons de gestes un peu trop viriles, mais plutôt dans les romans, et en particulier dans les romans de la matière antique qui fleurissent à partir du XIIe siècle. Benoît de Sainte-Maure met ainsi en scène dans le roman de Troie, dans les années 1160, Penthésilée qui vient au secours d'Hector et meurt héroïquement en combattant les Grecs. Le roman d'Énéas, même époque, présente son côté Camille, la fille du roi des Volsques et guerrière accomplie. Ces héroïnes sont mises en scène de manière positive et digne de louange. Elles partagent avec les hommes les vertus chevaleresques, mais sans renoncer à leur féminité. Très viriles, elles savent bander un arc, mais elles ne se mutilent pas la poitrine, ce qui est une idée insupportable au Moyen-Âge. Sensibles au jeu de l'amour courtois, elles soignent également leur apparence, leur beauté. Dans le roman d'Énéas, Camille porte des cheveux blonds jusqu'à ses pieds, tressés avec un fil d'or, et son haubert est fait de telle manière que ses cheveux puissent s'en échapper. Telle une blonde chape, il lui couvre tout le corps et même la croupe du cheval. Dans le roman de Troie, Penthésilée arbore elle aussi une chevelure blonde, non tressée, mais bien peignée, qui recouvre sa cotte de maille et brille plus que l'or. C'est la quintessence de l'érotisme guerrier. Mais quelle femme au monde rêverait de laisser traîner sa tignasse jusqu'à ses pieds au risque de marcher dessus, de les coincer dans les mailles métalliques du haubert ou pire encore dans le harnais du cheval?
Nous sommes donc ici dans le pur domaine du fantasme masculin. Curieusement, ce motif de la guerrière s'enracine dans l'imaginaire féodal et va nourrir une sorte de féminisme avant l'heure, dont Christine de Pisan est la représentante la plus célèbre. En Livre à la Cité des Dames, elle entend montrer que les femmes ne sont pas bonnes qu'à cajoler les hommes et à mettre au monde les enfants, qu'elles peuvent les égaler dans tous les domaines, y compris la guerre et la politique. À une série de biographies héroïques, elle met ainsi en scène différents personnages antiques, dont certains réels, comme Zénobie, reine de Palmyre. Et d'après elle, ces femmes non seulement maîtrisent l'art de la stratégie, mais en plus prennent du plaisir à se battre. À la même époque, on a le thème des preuses qui se développe. Alors ça, c'était mes Amazones, Livre à Cité des Dames. Thème des preuses qui est le pendant féminin des 9 preux, donc il y aurait 9 preuses, fin du XIVe siècle. Un thème qui va connaître un énorme succès à la fois littéraire et artistique, comme on le voit dans ce manuscrit de Thomas de Saluces, ou mieux encore dans les fresques du château de la Manta, donc des femmes vêtues à la dernière mode, mais avec des éléments d'armure et quelques armes. Ce proto-féminisme guerrier remet en cause, en fait, un partage trop genré des tâches dans la société. Il n'existerait, à leurs yeux, aucune activité qu'une femme ne saurait faire aussi bien, voire mieux qu'un homme. Vision moderne, donc. Cela dit, la question du partage sexué des tâches demeure. Et comment concilier l'activité guerrière et la maternité? C'est toujours le même problème. À ce problème, on répond de manière biaisée. Et sur le plan moral, la femme qui combat doit être pure et chaste, soit veuve, c'est le modèle de Judith, à chaste veuve, soit vierge, c'est le modèle de Camille et plus tard de Jeanne d'Arc. À la limite, elle peut pratiquer une sexualité contrôlée comme les Amazones. Tout le contraire des chevaliers, dont la virilité, plus ou moins débridée, passe aussi par les conquêtes féminines. Nous pourrons donc maintenant en revenir à la question posée par Martin Aurèle sur les femmes guerrières du monde féodal. Parce que là, un long détour par le droit et par le rêve, ce qui n'est pas incompatible, mais conceptuellement, il me semble que la société aristocratique occidentale laisse aux femmes la possibilité, sinon le droit, de brandir les armes et de verser le sang. Mais l'ont-elles fait pour autant? La question ne se pose pas de la même façon selon les classes de la société, si on parle du peuple ou de l'aristocratie. En cas de menace ou d'attaque, en effet, les femmes du peuple ont un rôle à jouer. En général, les femmes sont exclues du service du guet, qui consiste à patrouiller sur les remparts pendant la nuit, ce qui n'est pas tout à fait agréable. Mais parfois, la responsabilité incombe au chef de famille. Le chef de famille, ça peut être une femme, comme en Bretagne, où les femmes font le guet, en partie. Dans certaines villes dépeuplées par la peste noire, il y a tellement peu d'hommes que tout le monde est astreint au guet, y compris les femmes. Lors d'un siège, les femmes sont mobilisées avant tout pour rafraîchir les hommes, c'est-à-dire apporter des provisions, du vin et de l'eau sur les remparts, mais également des armes, des munitions, des pierres, des matériaux de construction. J'ai perdu, voilà. Là, on voit des femmes remparer les murailles de Rhodes assiégées par les Turcs. Et ce sont elles qui font le travail de maçonnerie, pour le coup, et de charpente. À Marseille, le boulevard des Dames conserve le souvenir du remparement effectué par les dames de la ville face au bombardement des troupes impériales en 1524. Ce sont les femmes aussi qui sont chargées de faire bouillir la fameuse huile que l'on verse sur les assaillants, qui n'est pas une légende. Il semble à l'occasion qu'elles puissent manier les machines de guerre, comme les Toulousaines, qui, d'après la chanson de la croisade albigeoise, actionnent un Perrier qui va obscire Simon de Montfort, 1218, et une dame du château de Burzet, sur l'Oronte, aurait également manié avec dextérité un mangonneau face à Saladin. Mais on voit aussi les femmes défendre le créneau avec les hommes. Par exemple, sur cette miniature qui représente un siège imaginaire, mais on s'aperçoit qu'au moment de l'assaut, les femmes sont là en train de balancer des pierres comme les hommes. Et certaines vont acquérir un statut d'héroïne. La plus célèbre, c'est la fameuse Jeanne Hachette sur les remparts de Beauvais en 1472, qui n'est pas une légende non plus, ou moins connue, Britschik à Guebwiller, 1443, sur les écorcheurs français. Mais la plupart du temps,
ces femmes ne combattent pas à l'épée ou à la lance, mais elles se contentent, et c'est déjà beaucoup, de lancer des pierres, de repousser des échelles avec des bâtons et des fourches. Parfois, elles peuvent revêtir un haubert, autant pour se protéger que pour tromper l'ennemi sur le nombre exact des défenseurs. C'est le cas de Margaret de Beverley qui, en 1187, défend Jérusalem avec un haubert et une casserole sur la tête. En période d'éminent péril, tous les inermesses dont les femmes sont mobilisées. Mais dans la conscience collective, ces femmes bien réelles deviennent une émanation symbolique de la cité. Et si elles la sauvent, ce n'est pas uniquement par leur action militaire. Martin Aurèle le note au sujet des Toulousaines en 1218, mais en fait, la même remarque vaut pour les Beauvaisiennes de 1472, les Marseillaises de 1524 et bien d'autres que je ne pourrais pas citer ici. En fait, ces femmes sur le rempart incarnent la Vierge protectrice des cités, dont Judith est en réalité le prototype. Laissons donc ces femmes du peuple qui combattent occasionnellement pour parler des aristocrates dans les quelques minutes qui me restent. Dans le cadre de la féodalité, les femmes peuvent hériter d'un fief ou d'une principauté, exercer de véritables fonctions politiques comme Aliénor d'Aquitaine, Anne de Bretagne, Anne de Beaujeu, etc. En l'absence de leur époux, parti à la cour à la guerre du Dieu sait où, il est normal que ces femmes prennent les choses en main et défendent terres et châteaux. Vers 1130, Sibylle, épouse du chevalier normand Robert Bordet, défend Tarragone contre les Almoravides. La nuit, alors c'est toujours Orderic Vital qui est un sacré ragoteur, elle enfilait un haubert comme un chevalier, inspectait les postes de garde. En 1202, la vieille Aliénor tient le donjon de Mirebeau contre Arthur de Bretagne. En 1342, Jeanne de Flandre, j'ai perdu mon truc, Jeanne de, elle est où Jeanne de Flandre? Ah, elle est là. Jeanne de Flandre ne fait pas autre chose à Hennebon, en Bretagne, en 1342, oui. En 1419, la veuve du seigneur de la Roche-Guyon anime la résistance sur son château face aux Anglais. Et dans le livre des Trois Vertus, Christine de Pisan estime qu'une dame doit avoir cœur d'homme, c'est-à-dire qu'elle doit savoir ordonner ses hommes pour assaillir et défendre, prendre garde que les forteresses soient bien gardées, connaître l'état et le moral des troupes, mais aussi de ses alliés. Et si Christine écrit elle-même un traité de guerre, le livre des faits d'armes et de chevalerie en 1410, c'est parce que pour elle, une femme bien née ne peut ignorer la matière militaire. Ça fait partie de son statut de maîtresse du logis, éventuellement de gardienne des clés, nous diraient les ici. N'oublions pas qu'elle porte les titres de ses parents, de son mari, et qu'en tant que reine, duchesse, comtesse ou chevaleresse, elle possède autorité, légitimité pour commander. Rappelons que dame, étymologiquement, c'est celle qui donne les ordres. Et en soi, ce rôle d'autorité peut expliquer ces tombes du Haut Moyen-Âge où certaines femmes sont inhumées avec une arme, une panoplie complète à Birka ou une lance, comme dans les tombes franques. Bref, dans certaines circonstances, et pas si rares, les femmes médiévales peuvent participer à la guerre et tuer de leurs mains. C'est non seulement admis, mais également admiré. Mais si la nécessité fait loi, elle ne donne pas pour autant aise et plaisir. Connaît-on des femmes qui se sont tues au métier des armes? Sophie Cassagne-Brouquet affirme qu'il exista de vraies chevaleresses au sens de guerrières, mais c'est un peu gênant puisque le terme n'est appliqué qu'à la femme du chevalier, non pas à la guerrière. Quand on en fait le titre d'un livre, c'est perturbant. Il est parfaitement exact que les jeunes filles de l'aristocratie médiévale baignent dans la même culture chevaleresque que les hommes, elles écoutent les mêmes chansons, les mêmes romans à tonalité martiale, elles apprennent à monter à cheval comme eux, et pas seulement en Amazone, elles pratiquent la chasse, et pas seulement la courtoise chasse au vol. Certaines manient sinon les pieux, au moins l'arc et l'arbalète. Et même si on ne mentionne jamais, à ma connaissance, des femmes apprenant l'escrime dans la cour du château, il n'est pas exclu que ça se soit fait. Telle la petite Silence s'est levée comme un garçon dans le roman d'Eldris de Cornouailles. Quant à la tenue, il ne faut pas oublier que le casque, comme le haubert, sont des vêtements unisexes. Orderic Vital relate, pour réprouver d'ailleurs, l'affrontement de ces deux virago dont je parlais au début, Évis d'Evreux et Isabelle de Conches, à la fois jolies et hardies, terrifiant leur sujet, ce qui est mal, et donnant des ordres à leur mari, ce qui est pire.
Isabelle, poursuit-il, chevauchait armée en expédition comme un chevalier, le terme reste masculin, il n'est pas mis au féminin. Elle l'emportait par son audace sur les cavaliers en armure et les autres lanciers, tout à fait semblables à la Vierge Camille aux Amazones. Donc méfiance, le couplet antique nous fait entrer dans la littérature. Cela dit, est-ce que des femmes n'ont pas participé à des chevauchés? Ça semble suggéré par un certain nombre d'autres mentions, notamment l'exploit de cette Dionysia, fille de Gauthier de Grande-Cour, donc en anglo-normand, équipée à la légère d'un bouclier et d'une lance, pas d'Aubert donc, qui aurait renversé à la première charge un chevalier qui allait contre elle. Donc ça veut dire qu'elle était à cheval en armes malgré tout. Il est vraisemblable aussi que certaines femmes aient joué un rôle militaire pendant les croisades. En ayant vu l'infériorité numérique des Occidentaux et l'insécurité permanente, on se retrouve dans un contexte obsidional. Tout le monde est mobilisé. Cela les chroniqueurs chrétiens n'en parlent pas, ou pratiquement pas, et il faut se fier à des témoignages musulmans toujours très douteux. Cela dit, lors du siège d'Acre, on mentionne ainsi une archère redoutable, 3 cavalières vêtues du haubert et découvertes ensuite parmi les morts. Pour parfaire le tableau, il faudrait parler aussi des chefs de guerre, mais je n'en parlerai pas parce que, pour le coup, des femmes qui font de la grande politique et sont donc capables de mener des plans de guerre, d'invasion, de conquête, on en trouve. Aussi bien Mathilde, marquise de Toscane, qui combat au nom du pape, que Mathilde l'empereuse au XIIe siècle, dans le contexte de la guerre civile anglaise, ou encore Jeanne de Montfort, qui, semble-t-il, a fait une sortie en armes sur le camp ennemi. Et à la fin du Moyen-Âge, Isabelle la catholique ou Anne de France sont capables de mener des plans de guerre sans combattre elles-mêmes.